J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir toutes et tous à Saint-Guillaume, dans notre église qui ouvre ses portes aujourd'hui, à l'issue de notre deuxième tranche de travaux d'assainissement et de rénovation. Deuxième tranche qui durera 14 mois et qui, comme vous l'avez peut-être constaté vous-même, n'est pas totalement achevée. Nous attendons notamment la porte vitrée du sas à l'entrée de l'église, ainsi que les 12 appliques qui doivent être rénovées pour remplacer les ampoules que vous pouvez voir sur les piliers. Je me réjouis de saluer tout particulièrement notre conférencier, M. Boris Dottori, chargé d'opérations et de recherche à l'Institut national de recherches archéologiques préventives du Grand Est. Après avoir étudié les façades de la nef, les charpentes et les sols de la chapelle lors de notre première tranche de travaux, M. Dottori et son équipe d'archéologues sont réintervenus pendant 1 mois et demi, début 2021, lors de la deuxième tranche de travaux. Ils ont fouillé le sol et les murs du narthex à l'entrée de l'église et le sol de la nef où nous nous trouvons ce soir. Grand merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui les découvertes passionnantes que Saint-Guillaume a révélées. Avant de vous céder la parole, j'informe l'Assemblée que cette conférence sera filmée. Merci. Donc, je vais prendre un peu de hauteur parce que le film n'est pas assez long. Donc voilà, Boris Dottori, donc je suis archéologue, comme Mme Christiane Lehmann l'a rappelé, à l'INRAP, donc l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est donc un institut national, mais qui a un centre archéologique ici à Strasbourg. Et donc j'ai eu la chance de diriger les travaux, les recherches archéologiques qui ont eu lieu donc en amont et en accompagnement des travaux de rénovation de l'édifice. Alors pourquoi de l'archéologie ici à Saint-Guillaume? Donc il s'agit en fait de ce qu'on appelle l'archéologie préventive, donc c'est une branche de l'archéologie qui intervient donc en amont de travaux d'aménagement ou, comme c'est le cas ici, de rénovation d'édifices historiques. Alors il faut savoir que dans le cadre de telles rénovations, bien que les travaux, bien sûr, ont pour but de pérenniser l'édifice, ils peuvent également s'avérer destructeurs en termes de données architecturales et également de vestiges archéologiques. Alors pourquoi? Donc vous pouvez constater par exemple ici que les sols ont entièrement été refaits, que les chaises reposent sur des planchers chauffants, et ces travaux en fait ont nécessité des creusements relativement importants, donc de l'ordre de pratiquement de 1 mètre à 1,50 m, et donc ils étaient à même d'impacter des niveaux archéologiques. Donc c'est pour ça que donc on intervient en amont pour fouiller, pour documenter, pour sauvegarder la donnée qui sera amenée à être détruite lors des travaux. Donc dans ce cadre, donc les services de l'État, en l'occurrence le service régional d'archéologie, donc réceptionnent les projets d'aménagement, les projets de rénovation, de travaux, et s'il y a une menace qui pèse sur les vestiges archéologiques, il va prescrire ce qu'on appelle un diagnostic, d'abord un diagnostic archéologique, donc qui a lieu en amont du commencement des travaux. Donc ça a été le cas ici pour Saint-Guillaume. Donc on a commencé nos interventions en 2017, donc par ce qu'on appelle un diagnostic. Donc on voit ici le plan de l'église. Et en fait, dans ce diagnostic, on ne va pas réaliser une fouille extensive. On va simplement donc, choisir des endroits répartis dans l'église et réaliser des sondages manuels ou mécaniques. Donc le but de ces sondages, c'est de détecter en premier lieu la présence ou non de vestiges archéologiques. Ensuite, si présence de vestiges, ça va être de mesurer leur profondeur d'apparition.
leur profondeur globale, de les caractériser, s'il s'agit de maçonnerie, de sépulture, de niveau de sol, et d'en proposer des premières datations. Ensuite, eh bien, on réalise un rapport qui va être remis au service régional d'archéologie, qui va croiser les données qu'on aura recueillies avec la nature des travaux. Et donc, si les travaux viennent impacter les vestiges archéologiques, eh bien là, il y a une fouille de plus grande ampleur qui est prescrite. Donc, dans le cadre de Saint-Guillaume, eh bien, le diagnostic s'est révélé positif, et donc on a procédé à une fouille d'archéologie préventive, dont je vais vous exposer les modalités et les premiers résultats. Donc voilà, j'insiste sur le fait que pour le moment, c'est des résultats qui sont encore provisoires, hein, puisqu'on a terminé la fouille il y a quelques mois, et maintenant on a un temps en fait de réalisation du rapport, de réalisation des synthèses des données, donc qui est en cours. Et donc ici, ce n'est pas un travail déjà achevé que je vais vous présenter, c'est, on va dire, les données issues du terrain. Donc, on va commencer par un bref survol historique du site. Donc, de nos jours, l'église Saint-Guillaume est une église paroissiale, mais ce n'est pas sa vocation à l'origine. Puisqu'à l'origine, il s'agit en fait d'une église conventuelle, donc qui est associée à un couvent, qui a été fondée et qui est occupée par des moines de l'ordre de Saint-Guillaume. Alors, l'ordre de Saint-Guillaume, c'est un ordre qui naît en Toscane, en Italie, au milieu du XIIe siècle, à la suite de l'ermite Guillaume de Malaval, et qui va progressivement se répandre vers le nord de l'Europe dans le courant du XIIIe siècle. Et en Alsace, c'est en 1257 que le premier couvent de moines de Saint-Guillaume est fondé à Marienthal, près de Haguenau. Et ce sont d'ailleurs donc des moines de Marienthal qui, quelques décennies plus tard, en 1298, vont chercher à s'installer à Strasbourg, à fonder un couvent à Strasbourg. Et en 1301, donc on sait que l'église, le couvent et le cimetière de Saint-Guillaume sont consacrés donc dans le quartier de la Cruteno, près du pont Saint-Étienne, donc à l'endroit où l'on se trouve. Alors justement, où se trouve-t-on en 1298 ? Alors, de nos jours, donc la Cruteno fait partie intégrante du centre-ville de Strasbourg. Mais à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, elle se trouve encore en dehors du noyau urbain. Donc ici, on a une carte qui est issue du plan relief de Strasbourg de 1727, mais où on peut voir l'évolution topographique de la ville de Strasbourg. Donc on a... je n'ai pas de pointeur. Bon, on a Saint-Guillaume qui est représenté. Malheureusement, je n'ai pas de pointeur. Ouais, j'arrive pas à pointer en fait les éléments. Bon, en tout cas, donc le noyau urbain de Strasbourg au XIIIe siècle, c'est la grande île, donc qui est délimitée au nord par l'actuel canal du Faux-Rempart, qui va du pont Saint-Étienne en passant par la place de la République, la place des Halles, jusqu'au tour des ponts couverts à la Petite France. Donc les ponts couverts, c'est un des témoignages les plus importants de cette enceinte, qui est construite entre 1200 et 1250, qui ensuite repart vers l'hôpital civil, remonte par la rue de Zurich et se termine à l'entrée du quai des Bateliers par le Golden Turm, donc la tour aux florins. Donc Saint-Guillaume se trouve juste en bordure de ce périmètre, dans un quartier dont on sait qu'il est habité au XIIIe et XIVe siècle, mais de façon encore peu dense. On est sans doute en présence d'une zone encore très largement rurale, avec un peuplement de maraîchers, de paysans, voire de pêcheurs, puisqu'il est également traversé par un bras du Rhin. Donc ici, c'est une représentation de la Cruteno sur le plan Morand de 1548,
à une époque où la Cruteno a été intégrée au périmètre urbain par la construction de l'enceinte dite du 4e agrandissement dans la première moitié du XVe siècle. Mais ce qu'on peut voir, enfin ce que j'espère que vous voyez, c'est que le quartier est encore très largement, très vert, peu densément peuplé, avec un habitat plutôt isolé. Voilà, des fermes et des maisons éparses. Et donc, on va dire, cette faible densité peut favoriser l'implantation de sites, de couvents, de sites monastiques. On a d'ailleurs un autre couvent qui s'implante dans le quartier, qui est Saint-Nicolas-aux-Ondes, donc du côté du lycée Rostand. Donc, voici quelques images anciennes du quartier. Donc ici, c'est un dessin à la plume qui est réalisé, on va dire, depuis les environs de l'actuelle église Saint-Paul, où on reconnaît à gauche donc l'ancienne porte des pêcheurs, qui était l'entrée donc dans l'enceinte de la Cruteno du XVe siècle, dont il reste un soubassement sous le pont de la Gallia. Ensuite, on a le pont des pêcheurs et donc l'église Saint-Guillaume, dont on reconnaît le clocheton. Donc ça, c'est sans doute une des plus anciennes vues de l'église Saint-Guillaume. Je sais pas si, donc j'arrive pas à la pointer, je sais pas si on... non, j'arrive pas avec l'ombre, mais bon. Alors, ici, c'est une vue de Saint-Guillaume qui se trouve... Donc Saint-Guillaume se trouve en haut à droite sur l'image, donc une vue de 1665, où en fait on voit notamment l'ancienne disposition de la façade, donc qui n'avait à l'époque pas de clocher, mais un triple pignon. Ça c'est une donnée à garder en tête, puisque j'en reparlerai plus loin. Donc l'actuel clocher est construit 2 ans plus tard, en 1667. Sur le plan moran, donc là l'église est entourée en rouge, on retrouve le triple pignon. Donc voici une image de 1860 où là l'église a son clocher, et à droite on reconnaît notamment le Golden Turm, donc c'est la tour qui ponctuait l'enceinte du XIIIe siècle, qui a été détruite à la fin du XIXe siècle. Et ensuite d'autres images de l'église, donc notamment l'église sur le plan relief de 1725 qui est conservée au musée historique, où on voit donc à la droite de l'église les anciens bâtiments conventuels. Puisque comme je l'ai dit, donc c'est à l'origine Saint-Guillaume est un couvent, et donc associé à l'église, on a les bâtiments conventuels groupés autour du cloître dans lesquels les moines vivaient. Alors ces bâtiments conventuels, ils ont malheureusement disparu, ils ont été détruits au début du XXe siècle. À droite, on a une image d'une chapelle qui se trouvait à l'arrière du chœur, une chapelle sacristie qui a été construite à la fin du XIVe. Et à droite de cette chapelle, on devine le départ de l'une des ailes des bâtiments conventuels. Saint-Guillaume abritera la communauté monastique jusqu'à la Réforme. À la Réforme, l'ordre est sommé de quitter les lieux, et l'église et les bâtiments conventuels sont récupérés par la ville. Dans les bâtiments conventuels, à l'initiative de Caspar Hédion, du réformateur Caspar Hédion, va être installé un séminaire de théologie qui accueillera notamment des enfants défavorisés, et l'église deviendra église paroissiale en 1534, notamment de la corporation des bateliers et des pêcheurs. Et donc c'est cette fonction paroissiale qui a perduré jusqu'à nos jours, et je l'espère pendant longtemps encore. Donc voilà pour ce bref survol historique. Donc comme je vous l'ai dit, donc les résultats du diagnostic de 2017 ont entraîné la prescription d'une fouille archéologique, et donc les prescriptions de fouilles s'accompagnent d'un cahier des charges scientifique. Donc l'État détaille les attendus de la fouille. Finalement, ces attendus en fait reflètent les problématiques qui sont issues du diagnostic archéologique. Et donc là, en l'occurrence, on avait plusieurs problématiques. Donc la première, c'était de caractériser et d'étudier l'occupation antérieure à l'église. On a vu que l'église s'installe fin XIIIe, début XIVe siècle. Donc est-ce qu'il y a eu une occupation avant ? Donc
je n'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer juste sur les problématiques liées à l'Église. Ensuite, ça va être étudier l'évolution architecturale de l'édifice et ses caractéristiques constructives du XIVe siècle, donc de ses origines, à nos jours. Ensuite, appréhender l'occupation funéraire, puisqu'on sait que dans les églises, on a inhumé à la période médiévale, et au diagnostic, on avait, je montrerai, on avait retrouvé donc, des sépultures. Et enfin, également, étudier les différents niveaux de sol anciens. Alors, dans le cadre de l'archéologie préventive, en fait, on va intervenir aux endroits qui sont impactés par les travaux. Donc, en l'occurrence, le chœur, qui a été faiblement impacté par les travaux, n'a pas fait l'objet de fouilles archéologiques. En revanche, la fouille a eu lieu à l'intérieur de la nef, donc en amont de la pose des planchers chauffants et du nouveau sol, ainsi que dans le narthex, donc dans le porche d'entrée, donc ce qui est signalé ici en rouge. Donc voilà des images de la fouille en cours. Donc finalement parfois voilà, le travail de l'archéologue est un peu éloigné de ce qu'on peut imaginer, hein, puisqu'on a travaillé notamment avec des engins mécaniques hein, pour enlever les couches voilà, qui ne nous intéressaient pas et qui devaient être évacuées assez rapidement. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur les niveaux qui nous intéressent, eh bien, c'est de la fouille plus minutieuse, c'est de la fouille manuelle, où on va enregistrer les données, on va prélever le mobilier qu'on va trouver. Voilà, c'est un enregistrement, on va photographier, donc tout de manière très minutieuse, puisque finalement, c'est nous qui allons creuser, qui allons détruire les couches archéologiques, mais en les documentant. Et puis, le deuxième axe de l'étude, donc on a la fouille au sol, et on a également eu ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti. Donc en 2018, en fait, vous vous souvenez peut-être, l'église était échafaudée, puisque les enduits des murs nord et ouest de la nef ont été retirés, ont été refaits à neuf. Donc, ce qui nous a permis en fait d'observer les maçonneries mises à nu et donc d'appréhender l'évolution architecturale de ces parties de l'édifice avant qu'elles ne soient recouvertes par les nouveaux enduits. Voilà, donc on a eu ces deux axes, hein, donc la fouille au sol et l'étude de bâti qui nous permet vraiment de réaliser une étude architecturale et archéologique assez poussée de cette église. Donc il faut dire que, voilà, malgré son importance, c'est un édifice qui n'a encore jamais fait l'objet d'une étude, d'une synthèse historique, architecturale, archéologique. Et donc là, l'occasion se présentait. Donc voici le plan de l'église. Donc, malheureusement, je ne peux toujours pas pointer. Donc, à la droite de l'image, on a le chœur. Donc, c'est ce qui commence ici et toute cette partie-là, donc vers l'est. On a la nef dans laquelle on se trouve. On a le narthex, donc qui est le porche d'entrée. Et ensuite, on a une sacristie et des vestiges du cloître. Alors, l'objectif, ça va être de voir un peu, d'essayer de voir si on a une cohérence architecturale, si tous ces éléments ont été construits au même moment, ou si au contraire, on a des phases, des temps différents de construction. Et donc, voilà à quoi on arrive après nos investigations, où chaque couleur, en fait, correspond à une phase constructive de l'édifice. Donc finalement, pratiquement chaque partie de l'édifice correspond à une phase de construction différente. Donc on a pu dater du premier quart du XIVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle en termes de données architecturales. Après, on a d'autres éléments plus ponctuels, comme la chaire, comme les tribunes, qui relèvent aussi d'autres époques. Alors, donc on va se concentrer maintenant en un premier temps sur la partie en rose, donc sur le chœur, puisque en fait ça a été l'un des grands apports en fait de cette fouille, ça a été en fait de retrouver le parti d'origine de l'église, donc la première église de
donc à la partie en rose, plus à ce qui est en traits rose et blanc. Donc ça, c'est les éléments qui ont été retrouvés en fouille. Alors, lors du diagnostic, donc de part et d'autre des murs du cœur, donc à ce niveau-là et de l'autre côté, en fait, sur l'image de droite, vous pouvez voir qu'il y a une coupure assez nette dans le mur. Et ça a été la même chose de l'autre côté, on le voit un peu moins nettement, en tout cas bon, c'est quand même assez clair. Et en fait, cette rupture, elle se poursuivait au sol. Donc de part et d'autre, en fait, les murs du cœur actuel se poursuivaient. Donc ça avait été observé au diagnostic, donc ça présageait déjà de la présence voilà, d'une phase antérieure, hein, d'une première phase de l'Église. Et ça a pu être confirmé lors de la fouille. Ce qu'on retrouve, je vais quand même essayer de pointer, parce que voilà. Donc là, on a les murs que je vous ai indiqués de part et d'autre. Il faut juste faire abstraction de ce grand mur là dont je parlerai plus loin. Et en fait, ce qui fonctionne avec ces murs, c'est ce qu'on a ici devant là. C'est ce mur-là, ici, qu'on retrouve jusque-là. Et en fait, qui correspond à l'ancienne façade de la première église. Voilà, quelques images. Donc on l'a ici, et qui en fait, on a ici de part et d'autre, on a deux contreforts hein, qui permettaient de contenir les poussées du mur. Donc on a un édifice qui est construit en briques hein, de format modulaire, hein, c'est-à-dire que toutes les briques ont le même format. Donc on a sans doute une briqueterie qui fournissait le chantier, et c'est un format qu'on a retrouvé sur d'autres édifices du XIVe siècle à Strasbourg. Donc ça c'est le format qu'on a eu ici à la fouille, et c'est le même format qu'on va retrouver hein, sur les différentes parties les différentes parties du chœur actuel. Donc voilà le plan de la première église, donc, dont on sait qu'elle est consacrée en 1301. Par contre, une petite discordance avec des éléments architecturaux, et notamment ce qui va se passer tout en haut dans la charpente. Donc pour Saint-Guillaume, on a la chance en fait d'avoir encore les charpentes médiévales, et notamment la charpente du chœur, qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas qui est quasiment intégralement conservée. Et alors la chance avec les charpentes, avec les bois, c'est qu'on peut en fait très bien les dater. On va faire notamment des carottages dans les poutres pour retirer toute la séquence des cernes, et si on a le dernier cerne sous l'écorce, on peut en fait connaître la date d'abattage à l'année près des poutres. Donc en l'occurrence, ça a été fait pour les charpentes de Saint-Guillaume. Et en fait, la charpente du chœur, ou si vous préférez, de la première église, a été datée de 1322. Donc en fait, les bois de construction datent de 1322. Après, si on considère les temps de séchage des bois, les temps d'acheminement, les temps de mise en œuvre, on peut estimer une mise en place vers 1324-1325. Donc en discordance avec la date de consécration de 1301. Après, on sait que souvent les dates de consécration ont lieu dans des édifices qui ne sont pas encore tout à fait achevés. Après, là, on a une différence d'une vingtaine d'années, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'élucider. Donc voilà, ça c'est un relevé de la charpente qui a été réalisé, parce qu'on a aussi travaillé, on profitait du fait d'être là pour travailler également, pour faire des relevés des charpentes. Quelques images, donc avec des très beaux assemblages, ce qu'on appelle des assemblages à mi-bois, qui sont calés par des chevilles de grosses sections. Et là, notamment, ce qu'on a ici sur l'un des chevrons, ce sont des marques de pose. Donc toutes les fermes de la charpente, toutes les poutres de la charpente en fait sont marquées. Donc ça, c'est les marques du charpentier qui réalisait en fait la charpente dans son atelier, qui la ramenait en pièces détachées sur le chantier et qui, grâce à ces marques de pose, pouvait ensuite venir la remonter sur site. Donc voilà une image donc on a le chœur qui correspond à la première église de
de Saint-Guillaume. Et dans ce chœur, on mentionnera la présence, bien sûr, qui est connue, du monument funéraire des landgraves de Verde, qui ont été parmi les principaux bienfaiteurs à l'origine du couvent de Saint-Guillaume, et donc qui ont eu le privilège d'être enterrés dans l'arrière-chœur, un des plus beaux monuments funéraires du gothique alsacien. Ici, sur une représentation de Jean-Daniel Schöpflin. Voilà, donc la première église de Saint-Guillaume, finalement, ne va pas avoir une durée de vie très, très longue, puisque environ un siècle et demi plus tard, une partie de cette église, donc, qui correspond donc en gros à sa façade, va être démolie pour faire place à l'agrandissement, à la construction d'une nef beaucoup plus grande, qu'on voit ici en bleu, et donc qui est la nef dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Donc ici, on a plusieurs éléments qui nous permettent une datation vers le milieu du XVe siècle pour cette nef. Qu'on a pu également étudier, on a pu faire l'étude de bâti. Donc on a aussi une nef qui est construite en briques, de format également modulaire, mais un format différent de l'église du XIVe siècle. En revanche, on a une grande homogénéité des façades. Et ici aussi, c'est la charpente qui va nous donner un indice de datation fondamental, puisqu'ici, la charpente, de la même manière, a été datée par dendrochronologie, donc l'étude des cernes du bois. Et ici, on a une date d'abattage des bois en 1454. Donc on peut estimer une pause vers 1456 ou 1457, un achèvement de la nef, donc dans le courant des années 1450. Alors ici, c'est une charpente qui est vraiment très complexe, qui est très spectaculaire, qui est donc une charpente qui est dite autoporteuse, puisque vous voyez que la nef a quand même un volume, une surface très importante, et aucun mur de support, aucun mur de soutien. Donc la charpente doit se porter par elle-même. Donc les charpentiers du Moyen-Âge ont trouvé les solutions pour cela. Donc voici un relevé quand même, un relevé d'une coupe transversale de la charpente qui est vraiment assez complexe. Et on retrouve ici les marques, différentes marques de pose. Ensuite, on a la charpente, donc milieu XVe siècle, et de la même manière, les verrières sont aussi datées de cette période. Donc on a la certitude, en premier lieu, donc par la chronologie relative avec les murs de la première église, et par les datations de la charpente et des vitraux, que la nef a été érigée en un second temps, donc vers le milieu du XVe siècle. Alors, il y aura encore des choses à dire sur la nef, mais on va juste continuer notre revue architecturale en évoquant deux éléments qui vont être ajoutés à la fin du XVe siècle. Donc, en premier lieu, le jubé, donc qui était la séparation architecturale et liturgique entre la nef et le chœur, dont il reste de nos jours plus qu'une travée, donc qui se trouve ici à l'arrière. Et on sait en fait que ce jubé a été reculé au XVIIe siècle. Il y a notamment, si je me rappelle bien, une inscription qui le rappelle. Et en fait, lors de la fouille, on a retrouvé le mur de fondation en fait du jubé, donc qui à l'origine, donc qui venait jusqu'à ce niveau-là, et donc qui était également très proche du mur de façade de la première église, mais qui n'existait plus à ce moment-là. Donc c'est un mur assez massif qui est fondé sur des arches de décharge. Et ensuite l'adjonction du narthex, donc ce qui est ici en noir. Donc c'est quelque chose qui était qu'on peut lire parfois dans les publications, donc l'adjonction du narthex à la fin du XVe siècle, et c'est quelque chose qu'on a pu vraiment attester de manière architecturale et archéologique, donc par l'étude de la façade ouest de la nef, où au niveau de la jonction entre la nef et le narthex, on a cette couture là, donc réalisée en briques, et qui en fait correspond à ce qu'on appelle une attente. Ça veut dire que lorsqu'ils ont construit la nef au milieu du XVe siècle, ils ont mis les briques en attente en fait, dans la prévision d'une construction ultérieure,
qui a eu lieu donc une vingtaine ou une trentaine d'années plus tard. Alors ici, on est en face ouest du narthex, et donc vous vous souvenez que cette façade présentait un triple pignon. Hein, on avait cette disposition assez particulière, hein, qu'on retrouve ici sur le plan Morand et sur la peinture de 1665, et qu'on a également, en fait, on en a retrouvé les indices dans l'étude des façades. Donc ici, hein, on reconnaît, bon, c'est pas très net à l'image, mais on a le rampant de l'un des pignons, de la même manière ici en détail de maçonnerie. Mais sur le relevé, c'est plus parlant, puisqu'on a vraiment bien retrouvé la trace donc des deux pignons latéraux, alors que le pignon central en fait a été rabaissé lors de la construction du clocher, hein, pour asseoir en fait la maçonnerie du clocher, donc en 1667. Donc le clocher actuel malheureusement est une réfection, hein, de 1953. Donc en termes de datation, que ce soit pour le Jubé ou pour le narthex, le pasteur Huber, donc en 1656, qui a réalisé une étude historique de son église, relate donc que lui, il avait aperçu un millésime sur le Jubé, donc de 1485. Donc ça peut correspondre en fait au style sculptural, au style des sculptures qu'on a sur le Jubé, et également au niveau du narthex, hein, le portail d'entrée de l'actuelle église, qui a sans doute été réalisé au même moment que la construction du narthex, qui là aussi est attribuable à la fin du XVe siècle. Donc pour le Jubé et pour le narthex, on est plutôt vers l'extrême fin du XVe siècle. Alors, on va revenir dans la nef pour évoquer une des problématiques, hein, de la fouille, qui a été l'étude des sols anciens. Alors, à gauche, on a les derniers sols qu'on a eus dans l'église, qui n'étaient pas très esthétiques, donc une coulée de béton, mais qui a eu quand même pour avantage pour nous d'avoir en fait de nous avoir conservé les niveaux de sol antérieurs. En fait, cette coulée a été réalisée directement sur les niveaux de sol antérieurs, qu'on a en fait pu mettre à jour. Donc c'est ce qu'on a à droite de l'image, donc où on a un très beau sol en carreaux de terre cuite, disposé en arête de poisson sur quasiment toute la nef. Alors, ce sol, voilà une autre image. Comme vous le voyez, il a connu quelques affaissements, pareil, dont je vais vous évoquer les raisons un peu plus loin. Et ces affaissements, en fait, ont nécessité, par-dessus ce sol en tomate, la création d'un nouveau sol. En termes de datation, pardon, il faut que je revienne en arrière. Donc en fait, ce sol de dalles de terre cuite, il peut être attribué à l'année 1554. J'approfondirai ça tout à l'heure. Et il doit nécessiter un ragréage en 1738. Ça aussi, ça nous est dit par les données historiques. Donc par la mise en place en fait d'une allée centrale en grès et par la pose d'un nouveau niveau de dalles de terre cuite sur les côtés. Parenthèse, hein, c'est le parti qui a été choisi pour la restitution des sols actuels. Donc une allée centrale en grès et des côtés encore en dalles de terre cuite. Dans le narthex, hein, c'est ce qu'on a également. Hein, donc ça, c'est le sol qu'on a mis au jour, avec l'allée centrale en grès et les côtés en dalles de terre cuite. Mais on va revenir sur nos affaissements. Alors, comme je l'ai dit, on sait que ce sol a pu être réalisé en 1554. On le sait parce qu'il est notamment dit qu'à cette date-là, les pierres tombales qui se trouvaient dans l'église de Saint-Guillaume ont été récupérées pour servir à la construction d'un nouveau front de l'enceinte de Strasbourg. Donc, une fois les pierres tombales récupérées, donc disparues, il a fallu refaire un nouveau sol, donc en l'occurrence en dalles de terre cuite. Sauf que sous les pierres tombales, eh bien, on avait des fosses sépulcrales
qui avait été certes comblé, mais sans doute pas, à l'origine, pas compacté. Et donc, quand ils ont posé leur sol, ça n'a pas été compacté, et donc aux endroits où on a les fosses sépulcrales, eh bien, on a ces affaissements. Donc on en a eu un peu partout. Et donc pour nous, qu'est-ce que ça signifiait? Eh bien, ça signifiait que, en fouillant plus profondément, eh bien, on aurait ces fosses sépulcrales, donc les sépultures à l'intérieur de la nef. Et donc là, par chance, le fait que les planchers chauffants nécessitaient un creusement encore plus important, eh bien, nous a permis en fait d'aller sous ce sol en carreaux de terre cuite. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a ouvert les zones de plancher chauffant, et en fait toutes les taches que vous voyez, toutes les taches un peu grises, tout ce qu'on a là, régulièrement réparties, ça correspond à des sépultures. Voilà encore une image, donc on voit une répartition très régulière dans la nef, très peu de recoupement, et donc on est ici en présence des sépultures qui étaient pratiquées à l'intérieur de l'église, suivant une pratique courante à la période médiévale. Donc là, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a une organisation quand même assez régulière. C'est on va dire une zone de sépulture qui a sans doute pas eu une existence très, très longue, puisque la nef, on l'a dit, elle est construite au milieu du XVe siècle, et le sol est mis en place en 1554. Entre-temps, en 1527, le magistrat de Strasbourg avait interdit les sépultures à l'intérieur du périmètre urbain, pour des motifs notamment hygiénistes. Donc théoriquement, on ne peut plus enterrer à l'intérieur des murs de la ville. On verra qu'il y aura quand même quelques exceptions. Donc ici, hypothétiquement, on a des sépultures qui seront à dater entre le milieu du XVe et le milieu du XVIe siècle. Donc on en a, dans les zones qu'on a décapées, on en a sans doute, on en a comptabilisé entre 40 et 50, et on n'est pas allé toutes les fouiller, on en a fouillé un échantillon d'une quinzaine d'individus. Donc voilà par exemple donc le genre de sépulture. Donc des sépultures qui sont quand même assez profondes, 1 mètre à 1 mètre 30, qui sont très bien conservées. Et donc nous on les a dégagées. Elles ont été décrites minutieusement sur des fiches dédiées, et ensuite elles ont été prélevées en vue d'une étude anthropologique. Donc là l'étude elle est en cours, donc on a une collègue anthropologue qui va en réaliser l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'étude de sépulture? Donc, en premier lieu, c'est la détermination du sexe de l'individu, de l'âge au décès, des pathologies, de l'hygiène de vie à cette période. C'est des choses qu'on peut retrouver sur les ossements, mais également en termes de pratiques funéraires. Alors, par exemple, si on regarde les squelettes, on voit par exemple qu'ils ne sont pas posés de la même manière. On a des poses, donc par exemple au niveau des bras, le troisième individu est couché sur le côté. Pas de mobilier, on a des sépultures qui sont très simples. On n'a pas retrouvé de chapelet, pas de médaillon, pas de bijoux. Les contenants, sûrement des contenants, donc des cercueils ou des linceuls. Donc ici, en l'occurrence, on a la trace en négatif d'un cercueil qui est conservé. Donc là, on a vraiment les mesures exactes du cercueil. Dans cette sépulture en cours de fouille, on a des résidus de bois, donc des bois du cercueil. En termes de pathologie, donc je vous ai dit que l'étude était en cours, mais là, par exemple, c'est assez net sur le crâne d'une personne très âgée. En fait, on a deux blessures rectilignes, vraisemblablement pratiquées par une arme blanche, que ce soit une épée ou un couteau. Mais l'individu n'est pas mort de ces blessures. Ces blessures ont cicatrisé. Donc, en termes d'hypothèse, on peut éventuellement ici imaginer que ce personnage a été un chevalier ou
qui a été blessé au cours d'une guerre. Parce qu'en termes de population, donc on sait que dans les églises, évidemment, c'est le haut de la société qui s'y fait enterrer. C'est les personnes qui en ont les moyens, puisque ça coûte très cher en fait de se faire enterrer dans une église. Alors ici, on a quelques épitaphes encore qui sont conservées le long des murs, et en fait, oui, qui nous rappellent voilà, que les personnages qui étaient enterrés ici sont des nobles, des chevaliers, des membres du patriciat ou du clergé. Alors, une mention spéciale pour cette sépulture, en fait, qui se trouve au niveau de l'ampheu monumental. Donc, les ampheux qu'on a ici, le long des murs, matérialisent aussi la présence de sépultures. Et notamment, le pinacle monumental, qui est attribuable à la fin du XVe siècle. Donc, on a creusé à ses pieds, et en fait, on a retrouvé cet aménagement, donc un caveau construit en briques, qui était à peu près scellé par une dalle en grès. Et en fait, sur les côtés, on avait des interstices qui nous ont permis en fait de caler une caméra, un appareil photo à l'intérieur et de prendre des clichés. Et en fait, on a encore le personnage qui est très bien conservé. Et chose assez surprenante, en fait, c'est que donc on a son squelette et tout autour, on a d'autres ossements. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un caveau funéraire, d'un caveau familial, pardon, et donc au moment où on a enterré le dernier individu, on a déplacé les ossements qui s'y trouvaient déjà de part et d'autre, ou alors s'agit-il d'ossements qui ont été perturbés lors de la construction du caveau et qu'on a replacés ici de manière un peu symbolique. Une autre sépulture, là je n'ai pas de photo, mais en fait dans une autre fosse, on a retrouvé 4 individus superposés. Donc là, l'hypothèse, c'est qu'il s'agisse aussi d'un caveau familial. Et donc là, on va réaliser des analyses ADN pour savoir effectivement s'il s'agit de membres d'une même famille. Et pour les autres squelettes, on va également réaliser des datations au carbone 14 pour confirmer la datation qu'on suppose, donc au milieu 15e, milieu 16e siècle. Enfin, on va revenir au diagnostic, puisque lors du diagnostic, en fait, au fond du cœur, on avait également mis au jour un caveau funéraire. Donc celui-ci, on va dire le cœur et les niveaux de sol n'étaient pas concernés par les travaux, donc il n'y a pas eu d'investigation supplémentaire, et donc on avait eu, à l'occasion du diagnostic, la possibilité en fait d'extraire une brique pour observer le contenu du caveau, mais sans rien toucher, sans rien prélever, juste prendre des photos. Et en fait, dans le caveau, on avait encore un cercueil parfaitement conservé. Les bois étaient vraiment très très bien conservés. C'était juste affaissé. Et on peut encore en fait distinguer des inscriptions. Et ici, par exemple, on ne le voit pas très bien, mais entre les planches en bois affaissées, on a un morceau de tissu. Donc on peut présumer que le défunt là était en habit, ou la défunte. Voilà d'autres images. Donc sur l'une des planches, on a une plaque de cuir avec des inscriptions et des décors. Et donc là, on a essayé de retrouver qui pouvait être enterré à l'arrière du chœur. Alors pour les sépultures de la nef, essayer de retrouver, de mettre un nom sur les sépultures, c'est assez compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En revanche, dans l'arrière-chœur, elle était a priori isolée. Donc on a réalisé des recherches en fait dans les registres paroissiaux de Saint-Guillaume, qui sont conservés à partir du XVIe siècle. Et donc en dépouillant en fait ces registres, qui par chance sont numérisés, ce qui n'empêche pas qu'il faille les déchiffrer, donc on est tombé sur cette page du 28 octobre 1694, donc qui évoque une sépulture dans l'arrière-chœur imminterchor de Saint-Guillaume. Et en l'occurrence, la personne qui est décédée s'appelait Eva Salomé von Fürdenheim. C'était l'avant-dernière abbesse protestante du couvent Saint-Étienne, qui se trouve au-delà du pont, et donc qui a eu les honneurs d'être enterrée
à l'intérieur de l'église de Saint-Guillaume. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les recherches qui ont été réalisées à Saint-Guillaume, hein. Comme je vous ai dit, ici c'est encore une présentation qui se veut provisoire. À l'issue du rapport, on réalisera sans doute d'autres conférences, d'autres présentations, hein, avec des résultats cette fois-ci, on va dire, définitifs. On prévoit également de publier sans doute une monographie, en tout cas un article, une monographie. Donc il y aura encore voilà, de nombreuses opérations de valorisation, hein, notamment au Journée du patrimoine. Et voilà, donc je tenais ici aussi à remercier bien sûr l'équipe de Fouilles, hein, qui tout au long des travaux c'est vraiment caractérisé par sa bonne humeur, sa motivation et son abnégation. Et je tenais également à remercier donc Madame Lehmann et Bruno, le sacristain, aussi pour son attention tout au long de notre présence sur site. Voilà, je vous remercie. Voilà, on peut prévoir un petit temps de questions. Donc, je suis à votre disposition. Monsieur ? Vous avez évoqué tout à l'heure l'interface entre la nef et le narthex, lorsque celui-ci a été ajouté. Et vous avez parlé de quelque chose qui a été mis en attente. Je n'ai pas compris. Donc en fait, c'est l'étude architecturale, donc la mise à nu des maçonneries de la nef. Donc à cet endroit-là, vous voyez qu'il y a en fait des rangées de briques superposées. Donc c'est une rupture assez nette qu'on a vue dans la maçonnerie. Donc en fait, certaines briques sont posées en quinconce dans l'attente que dans un futur proche ou lointain, qu'on vienne en fait remplir ces vides par l'adjonction, en l'occurrence du narthex. Là, malheureusement, j'ai pas de photos, ça serait peut-être un peu plus parlant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe, qu'on a observé notamment aussi sur les grandes boucheries, donc les bâtiments construits au XVIe siècle, où là aussi il y a eu des temps d'attente. Hein, donc c'est des temps en fait sans doute de pause, de pause dans le chantier. C'est ça, oui. Oui. Non, en l'occurrence... les tombes étaient ouvertes, mais elles étaient quand même comblées de terre, donc il aurait fallu qu'il fouille. Donc non, en l'occurrence, il n'y a pas eu de perturbation des tombes. Non, c'est une période où en fait, les défunts étaient enterrés sans objet, quoi. Oui. D'accord. Ça après c'est une question ce n'est pas de mon ressort en fait. Là je peux pas malheureusement vous. Il faudrait plutôt voir avec l'architecte. Oui. Alors oui, la nef était vraiment réservée aux personnages qui venaient payer pour se faire enterrer, puisque dans les textes, en fait, on a également la mention d'un cimetière en dehors de l'église et qui était plutôt réservé, qui était réservé aux moines et qui devait se trouver en fait à l'arrière du chœur, au niveau de l'actuelle rue Saint-Guillaume.
les dallets funéraires, en fait, elles ont été réemployées donc en 1500, entre 1552 et 1556, au niveau entre la rue Finkmat et tout le long de l'avenue de la Marseillaise, en fait, a été construit un nouveau front de l'enceinte. Donc l'enceinte a été dédoublée. Et à cette occasion, on manquait de matériaux. Et donc, on a fait un peu feu de tout bois, quoi, notamment de pierres de pierres tombales. Excusez-moi, est-ce que les deux niveaux, là, on a un niveau de la nef qui était pas, je pense que donc là, les rues, en fait, par complément, les rues montent, et la nef était restée, le sol de la nef était un peu plus bas que le trottoir, et cette partie qui est plus haute à l'arrière, donc elle existait toujours, donc l'église primitive était à un niveau, c'est un peu compliqué pour moi. Oui, non, je comprends, oui. Un niveau de hauteur dans cette église. Alors malheureusement, on n'a pas pu aller fouiller de ce côté-là. Donc concernant les niveaux de l'église du XIVe siècle, là, malheureusement, on n'a pas trop d'informations. Après, à partir du moment où cette partie est devenue chœur, on a eu nécessairement un emmarchement, parce qu'on a toujours un emmarchement entre la nef et le chœur. Ensuite, oui, les niveaux ici de la nef étaient, on va dire, un peu plus bas. Donc le niveau de sol, il était à environ une cinquantaine de centimètres sous le niveau de sol actuel. Par contre, par rapport au niveau de la rue, là aussi, je peux pas. Bien sûr, le niveau de la rue devait être aussi à l'origine plus bas. Après, on ne sait pas exactement à quel niveau. En fait, on le saura peut-être parce qu'il y a quelques années, donc, il y a eu également des fouilles lors de la mise en place des fosses d'arbres. Donc là aussi, il y a eu des données archéologiques qui ont été récoltées. Donc ça permettra aussi on fera le lien entre nos observations et celles qui ont été réalisées lors des fouilles devant l'église, donc qui ont été réalisées par un autre opérateur archéologique, mais dont on dispose également des données. Et donc on les corrélera. Oui. Vous avez évoqué l'état des charpentes. Est-ce qu'un tel excellent état est exceptionnel? On va dire, donc, là, les charpentes, elles sont anciennes et elles sont en bon état. Visuellement, en tout cas. Après, peut-être qu'un architecte vous dira, je ne sais pas ce que Mme Léonie en a pensé, mais en tout cas, visuellement, elles sont en bon état. À Strasbourg, on a d'autres charpentes d'églises qui sont médiévales, notamment Saint-Pierre-le-Jeune, Saint-Nicolas, Saint-Thomas. Donc c'est vrai que les charpentes d'églises, c'est quand même, surtout des grandes églises comme ça, c'est quand même des édifices qui ont vocation à être entretenus. Et donc en général, c'est dans ce genre d'édifice en fait qu'on retrouve les charpentes les plus anciennes. Hein. Donc c'est sans doute lié à la vocation du lieu, à son entretien constant. Mais c'est vrai qu'ici, en termes d'état de conservation, c'est vraiment très, très satisfaisant. Vous, personnellement, vous ne vous occupez que des églises? En fait, en archéologie préventive, on travaille un peu au gré des projets. Donc en fait, on a plutôt des spécialisations par période. Donc moi, je suis plutôt spécialisé pour la période médiévale et pour l'époque moderne. Donc voilà, on est amené à travailler, que ce soit dans des églises, dans des châteaux, dans des bâtiments, dans des édifices civils de cette période. Après, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait pas mal de recherches et de fouilles sur des églises à l'échelle régionale. Et c'est vrai que c'est une problématique que j'essaye également de développer à titre personnel. Oui. Les corps qui ont été découverts dans ce collège, quelle sera leur destination pour leur esprit après l'analyse de biographie? Alors là, donc, comme vous dites, donc là, les 2 ans de temps de recherche, donc là, ils sont conservés au Centre archéologique de Strasbourg pour études. Ensuite, légalement, à l'issue des 2 ans, tout le mobilier, tous les éléments qui ont été retrouvés lors de la fouille reviennent à l'État. Donc ils sont récupérés par l'État. Après,
comme ici on est dans un contexte particulier, on est dans une église, c'est des squelettes voilà, qui ont un certain âge, mais qui ne sont pas non plus préhistoriques, voilà, on peut avoir leur nom, ils ont une histoire. Donc là, après, ça peut éventuellement faire l'objet voilà, d'une discussion. Si la paroisse veut les récupérer pour les réenterrer, ça, après, c'est des choses qui sont envisageables. Il faut par contre que les demandes soient faites. Ça, c'est... Vous avez dit que l'abbesse était en fait l'abbesse du couvent de Saint-Étienne. Saint-Étienne protestant. C'est pas possible qu'un couvent soit protestant et une abbesse enterrée dans une église catholique, en principe, soit enterrée dans une église protestante, d'après la date, si je me souviens bien de la date. Non, en fait, de sa mort. Donc il s'agit en fait de l'avant-dernière abbesse protestante de Saint-Étienne. Bah, le couvent est... En tout cas, le couvent est passé en tout cas sous on va dire, la pression du pouvoir royal, est passé au catholicisme après 1680, enfin à la fin du XVIIe siècle. Donc voilà, c'est après en fait, donc il y a eu cette abbesse. Après il y a eu une abbesse pendant 2-3 ans, mais qui n'avait plus le poids, on va dire le poids de ce personnage. Et donc le le couvent de Saint-Étienne est passé sous la coupe catholique. Après, peut-être M. Schlefly, qui est là, pourra peut-être en donner quelques précisions supplémentaires. Mais... Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et donc, on sera sans doute appelé à se revoir dans le cadre de nouvelles conférences sur ce site passionnant. Voilà. Au nom de la paroisse, je voulais vous remercier, Monsieur Dottori, pour cet exposé très intéressant, aussi bien du point de vue historique que en ce qui concerne le bâti de notre église. Je vous remets une petite attention, c'est un peu lourd, attention. C'est un petit échantillon de notre boutique Saint-Guillaume. Vous trouverez à la sortie quelques autres produits que nous vendons pour financer les travaux, partiellement évidemment. Nous avons notamment du vin de la maison Ruhlmann-Schütz qui nous soutient à Dambach-la-Ville. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois bien fort. Voilà. Nous nous réjouissons tous déjà pour la suite des conférences et exposés à venir. Voilà, les manifestations de l'inauguration de notre église se poursuivent tout à l'heure à 18h par un culte d'inauguration et d'envoi en mission de notre nouveau pasteur Daniel Bessenbacher. Donc nous avons quelques petits aménagements à modifier dans l'église. Et ceux d'entre vous qui souhaitent participer à la célébration sont bien sûr toutes et tous les bienvenus, mais je vous demanderai de sortir de l'église afin qu'on puisse l'installer pour la suite des événements. Merci beaucoup, peut-être à tout à l'heure, et sinon très bon week-end à vous.